tout le monde fait du marketing. C'est-à-dire quand tu es un candidat que tu parles au RH, le RH a fait du marketing. Parce que tu as une super expérience, tu t'intéresses au produit, tu en parles à ton père, qui en parle à ta cousine et qui après va peut-être sign up. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Google va mourir entre guillemets parce que les moteurs de recherche IA vont prendre le dessus, tu vois, et les gens vont faire des recherches sur ChatGPT demain. Je pense que c'est une vérité, ça. Je comprends pas les gens qui disent ça. C'est le podcast de Climb. Le but, c'est de discuter un petit peu avec plein de gens comme toi qui ont eu des carrières assez cool. Tu as travaillé dans des super boîtes. Et donc, si tu peux rapidement, je pense, présenter pour un peu l'audience qui nous écoute. Juste, en fait, moi, déjà, ça m'intéresse parce qu'on n'en a pas vraiment parlé trop dans le détail. Carrément. Tu me dises un petit peu, moi, un peu la question simple, c'est comment t'en es arrivé un peu comment t'en es arrivé à faire le métier que tu fais aujourd'hui. C'est quoi un peu le cheminement limite rapide de tes années lycée, quoi. Tu vois, comment ça a émergé dans ta tête et comment au fil des années, tu vois, t'en arrives à faire ce que tu fais. Du coup, merci. C'est cool d'être là, de te rencontrer. J'ai commencé comme sales. Ok. Alors, un peu à mi-chemin entre sorti d'école. Ouais, j'ai bossé pour Applidium. C'est eux qui bossaient pour MyCanal, VLC, la RATP. À l'époque où tout le monde essayait d'être sur l'App Store, quand ils en avaient les moyens, on va dire. Ils avaient un positionnement hyper premium, c'est-à-dire ils faisaient que du natif. Aujourd'hui, ça pourrait être un peu différent parce que je pense que les technos, elles ont pas mal évolué, mais à l'époque, ils avaient un parti pris, c'était que du natif. Et donc, du coup, j'étais commercial, je répondais à des appels d'offres et surtout, j'essayais de trouver le marché, quoi, parce que pas beaucoup de boîtes en France avaient l'argent à mettre par rapport à notre positionnement. Et donc, du coup, on a commencé à se focus sur un truc qui était juste des applications où il y a du ROI derrière, quoi. Où on est capable de dire, en fait, en investissant 200 000 euros avec nous, tu vas gagner 100 000 euros. Et du coup, on s'est vachement focus sur les internal tools. Donc, du coup, comment tu mets le mobile entre les mains de tes collaborateurs, parce que tu as des techniciens chez EDF qui sont sur des voies de chemin de fer. Et en fait, ils ont besoin d'avoir du natif parce qu'en fait, il y a de la géoloc, il y a du hors-ligne, il y a machin. Et donc, du coup, si en plus tu es capable de calculer le temps gagné, le machin, tu es capable en fait très facilement de faire des BP qui marchent. Et donc, comme ça, on a convaincu, je sais pas, Basic Fit, qui était une marque où tu as beaucoup de churn, par exemple. Donc, comment tu crées de la stickiness avec tes utilisateurs. On a bossé pour pas mal de groupes, on va dire SBF 120, je veux dire des boîtes cotées, mais pas forcément des très gros acteurs. Et là, je me suis dit, en vrai, il y a un truc assez cool. Genre, la partie commerciale m'intéresse pas forcément de hustling, même s'il y a beaucoup de conseils, etc. Genre ça demande de l'énergie. Moi, je suis pas quelqu'un de très extraverti. Donc après l'épisode, là, ton quota social, il va déjà redescendre un petit peu ou ça va ? Ouais, mais ça, on est en petit comité et je me mets pas de pression non plus. Et je me suis dit, franchement, c'est cool. Il y a un truc de réfléchir à qui tu veux parler, de quelle manière et comment ça peut résonner auprès d'une audience un peu plus large qui m'intéressait. Je suis parti de cette boîte. Le truc marchait bien. Ils appartenaient à un plus gros groupe. Ils se sont fait racheter par EY d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Donc franchement, c'est une super belle boîte qui a duré. Le groupe initial s'appelle Faber Novel, genre depuis 20 ans. Ah oui, d'accord, c'était ça, Faber Novel. Est-ce qu'ils sont rebrandés ou la boîte dans laquelle tu travaillais a été rachetée par... C'était un tout petit studio qui a été racheté par Faber Novel. Faber Novel a été racheté par EY. Donc après, j'ai un copain qui était chez The Family qui m'a dit il y a Payfit, j'utilise ça. C'était en quelle année, Richard, ça il avait fondé Clignot à l'époque. Comment ? Quelle année ? 2016 ou 2017, je sais plus. 2016, je crois. C'était The Family Prime. Ouais, exactement. Qui me dit, il y a Firmin, c'est le CEO, moi je l'utilise, c'est génial, c'est dans la paye. On était à un apéro, je me dis, c'est quoi ? Je connais même pas ce monde, quoi. Il me dit, honnêtement, c'est canon ce qu'ils font. En plus, les gens, ils sont super malins, ils sont bien accompagnés et tout. Tu devrais vraiment les considérer, quoi. Et moi, je me ramène. Alors, même si l'écosystème il était assez émergent, genre pas de référence de SaaS, machin, genre je me sentais un petit peu un imposteur, quoi. Et eux me disaient, tu te rends compte, nous les deals moyens, je sais pas, c'est 150 € de MRR. Toi, tu viens de signer genre 2,2 millions cette année. Genre, tu vas pas te faire chier avec nous. Et je leur ai dit, non mais honnêtement, moi je suis là, j'aime bien en fait quand il y a des problèmes et que personne a trop la solution, ou en tout cas qu'on n'a pas une solution arrêtée et qu'il faut essayer de le découvrir, quoi. Et donc j'ai commencé donc on avait 50 clients, je me souviens plus, 100 clients, et c'est Firmin qui avait closé les 100 premiers, tout début. On était d'ailleurs dans les, tu sais, Cité Paradis, je pense, où Spend ouais, bien sûr. Après. Et en fait, j'ai fait genre quelques mois comme sales, mais qui est un peu un truc que j'essaye de faire à chaque fois, ça veut dire pendant quelques mois, c'est genre juste être obsédé par les clients.
et les prospects. Je pourrais en parler sur la compta et tout. Je tiens ma propre compta. Ok. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On arrivait à trouver le bon segment qui était chaud pour passer sur PayFit rapidement, le bon message, etc. Et après, petit à petit, en fait, je suis pas sorti du rôle de sales. Hein. Et toutes les équipes, elles se sont un peu organisées pour que les choses elles grossissent le plus vite possible, on va dire. Okay. Mais là, je me suis dit, tiens, en fait, comment on peut faire en fait, pour donner la sensation qu'on a une conversation one-one avec plein de gens. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant. Et comment on fait en sorte pour que dans un monde où il y a plein de marques, il y a plein de pubs, il y a plein de... En fait, c'est super dur d'émerger. Comment tu trouves un petit peu le parti pris unique que tu peux proposer, il faut qu'il soit connecté avec ce qu'attendent les gens, hein, évidemment. En tout cas, ce qui peut leur plaire. Et c'est comme ça que du coup, je suis passé plutôt côté market. Okay. Et évidemment, au début, pareil, hein, syndrome de l'imposteur, le SEO, je savais ce que c'était, mais alors j'étais incapable de coacher quelqu'un sur le sujet, quoi. Mais en fait, tout s'est fait de manière assez naturelle. J'ai rejoint à chaque fois des projets donc super early et jusqu'à 10, 20, allez, même 50 millions, là, parce qu'on a passé ce stade chez Penny Lane. Et voilà, j'ai touché à tout. Et maintenant, je suis dans une posture un petit peu plus quand même management, même si j'ai une petite équipe, on est 5. Ouais. Mais où je suis vachement attaché à juste comprendre les choses, savoir comment on mène un projet, ouais. Et après se dire, ok, c'est quoi la priorité pour nous, quoi. Comme toi sur le podcast, c'est quoi vraiment la priorité pour être crédible, c'est quoi le pari que tu vas faire, quoi. Okay. Et donc voilà, donc je suis passé chez Shine, on s'est fait racheter par la Sogé, donc je suis parti. Il y a pas mal de gens qui sont partis peu de temps après moi. Shine a été revendu d'ailleurs à un acteur danois là il y a pas longtemps. Ouais, ça me dit quelque chose ça. Je suis passé chez Slide, une boîte de e-founders qui est un de tes clients, où là c'était au moment de l'émergence de Notion. Donc j'ai connu une expérience pro hyper dure, où t'as l'impression que rien marche jamais, quoi. Enfin, des expérimentations, on en a fait, mais des dizaines et des dizaines. Et il y a toujours des choses qui ont l'air cool, mais en fait, j'en sais rien. On fait plus de 1000% sur la génération de leads, mais en fait, tes cohortes, à une semaine, elles sont pourraves, quoi. Ou t'as la conversion en payant, elle est nulle. En fait, tu te dis, on a appris un truc, mais ça ne sert vraiment à rien. Et donc, vachement dur, vachement challengeant. J'ai bossé, donc j'ai monté ma propre boîte aussi. J'ai bossé plutôt en mentor de soit CEO, soit un peu en mode agence, mais tout seul sur des campagnes. Et j'ai rejoint enfin Penny Lane il y a 2 ans. Et voilà. Ok. Et très stylé. Donc j'ai fait un bac S, je voulais être prof de maths. Rien sur le lycée. Ouais. Je rêvais d'être maître de conf donc dans une fac en maths. Je trouvais ça trop cool. Et du coup, post-bac, je suis pas du tout allé dans le chemin parcours prépa et tout. J'ai dit à tout le monde, non, moi je veux faire une fac de maths. Tout le monde dit, ouais, c'est chelou et tout. Personne ne faisait, très très peu, moi dans mon entourage, personne et tout. Et j'ai détesté. Le format horrible, j'étais pas motivé. T'aimais bien la matière quand même de base? J'adorais la matière. Et j'ai découvert, et j'ai fait, je faisais maths et tu pouvais choisir une mineure et moi j'avais informatique. Ok. Et c'était en mode bourrin. L'informatique, c'était, on développait des logiciels pour faire des triangles de Pascal, tu vois. Donc c'était un truc vraiment hyper abstrait et tout. C'était vraiment dur. Donc j'ai drop. Et après, je suis parti sur une voie plutôt business en me disant je suis bon en maths, je suis bon en finance. Enfin, je serais sûrement bon en finance. Vas-y, trouve un truc dans lequel j'ai besoin d'être bien dans un truc plus concret et tout. Puis après, mon école de commerce, en fait, je suis parti sur complètement autre chose en me disant je rejoins plutôt des projets qui ont des problèmes, où j'ai des bonnes discussions avec les gens. Et après, en fait, on trouve toujours quelque chose à faire ensemble. Et c'est un peu finalement comme ça que ça s'est passé. Alors évidemment, maintenant, j'ai cette étiquette marketing, donc forcément les gens ils me parlent plus de marketing. Mais il s'avère que sur les 2 ou 3 dernières boîtes que j'ai rejoints, finalement j'ai jamais été au poste pour lequel on avait commencé la discussion, tu vois. Parce qu'en fait on se découvre, on se dit ah ouais mais en fait il faut faire ça, ah ouais on n'avait pas pensé à ci, et je trouve que c'est génial parce que c'est la meilleure manière dont les choses doivent se passer, quoi. Ouais, exactement. Mais ça du coup c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir, parce qu'en fait je trouve ça extrêmement bien, et moi c'est pareil dans les différentes startups dans lesquelles j'ai pu travailler. En fait, comme on a la définition vraiment d'une startup
peu importe sa taille, parce que tu vois, quand tu parles de boîtes comme Payfit ou Pennylane, où je pense que vous avez des centaines de collaborateurs à certains moments, bah, forcément, tu as une structure, tu as une hiérarchie, tu as des équipes, c'est normal. Mais malgré tout, tu vois, d'avoir une certaine agilité dans la capacité qu'a l'entreprise de voir les talents qu'elle embauche et ensuite de pouvoir se dire, bah, en fait, les gens, ils peuvent aller sur des périmètres sur lesquels ils n'ont pas forcément une formation de base, où tu vois, ils ont juste une appétence, un attrait, et on va se dire, bon, on va leur faire confiance. Je trouve que c'est très caractéristique, tu vois, de cette typologie de boîte, et c'est hyper cool. Mais tu vois, tu as mentionné au moins, je pense, 3 fois le mot syndrome de l'imposteur. Ouais. Et tu vois, je suis assez curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que moi, c'est un truc que j'ai eu toute ma vie pareil, hein. Et je sais pas comment toi, en tout cas, Ouais. t'as fait évoluer ton syndrome de l'imposteur, tu vois. Non, mais c'est un truc que j'ai toujours, mais même en perso, enfin, je veux dire, même dans mes relations personnelles, je ressens le besoin d'être sûr que, en fait, je vis pas dans une vie parallèle par rapport aux autres, quoi. Enfin, et je pense que ça se caractérise vraiment quand je te disais, je tiens ma compta. Enfin, voilà, je bosse chez Pennylane, on fait un outil de prod comptable pour les cabinets qui, derrière, mettent à disposition de leurs clients comme toi, bah, du coup, un logiciel de gestion de financière, quoi. Ouais. Globalement, c'est ça le produit. Et moi, en fait, donc déjà, j'arrive chez Pennylane, on est 250, complètement différent de chez Payfit, où on est genre 7, je crois. Je suis 8e. Quand t'es arrivé, ouais. Ouais. Et quand t'es parti, vous deviez être beaucoup plus. 400, un truc comme ça, ouais. En 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans, un peu moins de 3 ans, ouais. Et incroyable. chez Pennylane, j'arrive, on est 250, 300. Franchement, je me souviens même plus. Là, on est 550, 600. Waouh, Et, ok. mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est du coup, bon, double pression chez Pennylane parce que boîte qui a une super traction et tout. Mais je sais pas ce que c'est un expert comptable, entre guillemets. J'ai des notions de compta, mais je connais pas leur quotidien. Je dois rentrer dans un truc déjà bien huilé, avec des gens qui sont déjà sur des bons sujets, etc. Et en même temps, j'ai mes convictions au milieu sur. Bah, en fait, c'est dur de pas ressentir cette sorte de pression de dire j'ai une bonne rémunération, etc. Évidemment que j'ai envie de montrer de l'impact, en fait, rapidement. Ouais. Et c'est dur de montrer de l'impact sans faire du truc micro, quoi. Parce que tu pourrais être rapidement tenté de dire bon, bah, je vais lancer une campagne d'ads pour leur montrer voilà, je suis capable de générer des leads, tu vois, j'en sais rien, ou du revenu même. Mais c'est un truc qui me suit toujours. Je pense que ça dépend aussi vachement de ton manager, le genre, sa capacité à être honnête avec toi. Et, et voilà. Enfin, moi, c'est un truc avec lequel je vis. Je pense qu'il y a plein de gens comme toi, mais comme Bien sûr. faut juste savoir l'accepter, en fait. Ouais, Enfin, c'est exactement ça. c'est comme toutes les émotions. Enfin, Ouais. moi, je suis très à l'aise de les partager. Ouais, mais je pense que c'est très lié à la confiance en soi. Et la confiance en soi, en même temps, bah, tu vois, elle te drive parfois sur des fausses croyances. Et tu es un peu là en mode, bah, justement, le syndrome de l'imposteur, il apparaît. Et franchement, je l'ai tellement vécu dans plein de situations. Et je pense que même, tu vois, aujourd'hui, avec Climb, aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de 10 années à passer à faire du freelance, etc., Ouais. des websites, des brands et tout ce que tu veux. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une création d'agence. C'est un peu la conséquence. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup plus faible. Je l'ai quand même au quotidien sur certains trucs parce que bah, je me dis attends, je fais grossir une boîte, je recrute des gens, etc. J'ai entre guillemets jamais fait ça. Ouais. Donc tu vois, c'est plus t'apprends les choses et donc bah tu un peu fake it until you make it sur certains trucs, logique. Mais à la fois quand je regarde, tu vois, au tout début et que je me vois au tout début où j'apprenais à designer par moi-même ou à coder des sites sur le site du zéro, tu vois, et que du jour au lendemain, tu as 18 ans et puis il y a quelqu'un qui veut t'acheter un site. Bah, la personne, en fait, elle va te considérer comme un webmaster à l'époque, je sais pas comment tu Ouais, vois carrément. le titre. Ouais. Quand je vendais un logo, bah, la personne disait bah oui, Michael, il est graphiste, tu vois. Et alors que moi, j'avais pas fait de formation d'art ou j'avais pas fait de formation de dev. En plus, je me rappelle très bien la conseillère d'orientation au lycée qui me dit ouais, tu pourras jamais faire d'école d'ingé ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, je pense que j'aurais carrément pu en faire. Et en fait, tu vois, c'est assez drôle de se dire que au final, je pense, le syndrome de l'imposteur, ouais, c'est toi qui te le mets tout seul, déjà. Mais qu'en fait, bah, du coup, je pense qu'en fait, tu es juste un imposteur un peu professionnel. Il faut apprendre à être un peu un imposteur professionnel, tu vois. Ouais. Mais dans plein de verticales différentes. Et moi, j'ai appris un peu, tu vois, à avoir une casquette différente. Et parfois, il y a des gens qui disent, oui, bah, Michael, même aujourd'hui, tu vois,
je vais chez un client, il me dit oui, Michael, c'est celui qui fait Webflow. Alors bon, ça, c'est réducteur, mais en fait, c'est pas très grave. Si les gens me considèrent comme un expert Webflow, ça me va très bien, tu vois. Et donc, faut accepter un peu ce truc-là, je pense aussi, tu vois. Je pense que, juste pour peut-être clore un peu là-dessus, pardon, je dis pas que je clore mais Non, t'inquiète. en fait, tu parles de confiance. Je pense que c'est un truc hyper important. Moi, je trouve que c'est OK de pas avoir confiance en soi. En fait, c'est un truc qui... C'est ta personnalité, elle est comme ça et tout. Enfin, d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est OK. Enfin, je veux dire. Ouais. Par contre, le truc qui te bride toi, qui bride ta boîte, qui bride ton équipe, enfin, tout ce que tu veux, c'est la peur. Ouais. Si, en plus de ça, t'as peur, dans ce cas-là, les choses, elles avancent pas. Ouais. Si t'as cette sensation qu'il y a, genre, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, des gens qui te backent, des clients, des partenaires, des gens dans ton équipe, alors là, c'est OK d'être un imposteur parce que dans tous les cas, tu sais que on va faire l'imposture ensemble, entre guillemets, quoi. Ouais. Si en plus tu dois te conformer à un truc dans lequel tu crois pas trop, etc., ouais, c'est là que ça marche pas. Ouais. Mais ouais, c'est imposteur Ouais. 3 fois. Mais ouais, écoute, carrément. Et je pensais, pour revenir un peu sur le sujet de la brand et tout ça, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir pourquoi Penny Lane a une personne qu'elle appelle Head of Brand. Ouais. En fait, il n'y a pas une grande logique derrière. C'est une manière de s'organiser et c'est une nomenclature qui n'a pas non plus énormément de sens. Aujourd'hui, on n'est pas du tout l'équipe brand dans le sens où on bosse que sur des projets de marque. Ok. Comme tu pourrais le voir dans une agence, peut-être, ou dans un grand groupe. Sur le grand groupe, ça va être vraiment le coup de tampon un peu sur tous les trucs, genre design validé, pas validé, on a revu la copie, on a relu le communiqué de presse. Nous, c'est pas trop ça. Dans les faits, en fait, notre équipe, donc l'équipe marketing chez Penny Lane, il y a une petite vingtaine de personnes, je pense, aujourd'hui, Ok. ou quinzaine. Il y a une équipe grosse qui va être plutôt sur la partie tooling, RevOps, paid, SEO, site, mais sur la partie technique. Tu as notre équipe brand. Et donc, eux, ils sont vraiment focus aujourd'hui sur les clients en direct, c'est-à-dire les entreprises qui viennent nous voir en direct. Ça représente, je sais pas, 20% de notre nouveau revenu tous les mois. Ok. Et après, tu as l'équipe brand. Alors, il y a une équipe event, il y a une personne aussi qui travaille comme campaign marketing manager sur la partie large SMEs. Et après, tu as l'équipe brand qui, en fait, historiquement, bosse sur tous les sujets de brand. Mais en fait, dans les faits, ces sujets de brand, ils concernent... C'est pas la marque pour la marque, c'est comment on fait de l'acquisition. Et comment on fait de l'acquisition sur les experts comptables. Donc nous, c'est pour ça... Ça représente je te l'autre dis, pourcentage. En fait, ouais, c'est les 80% grosso modo. Alors 80% c'est entre nous et les events, etc. Tu vois. De comment on fait venir des experts comptables qui, eux, vont embarquer des clients qui sont ceux qui vont payer à la fin. Ok. Et donc, du coup, on a tous les sujets de marque, mais qui sont assez mineurs. Et on a surtout comment on se fait connaître auprès des experts comptables pour les bonnes raisons. Ok. Et comment on les transforme, évidemment, en prospects qui ont envie d'en savoir plus et de rencontrer des commerciaux chez nous. Parce qu'il n'y a pas de self-sign-up pour l'instant. Ok. Donc, voilà, la nomenclature, en fait, elle ne veut pas dire grand-chose. Enfin, on pourrait dire indirect marketing, si tu veux. D'accord, ok. Ok. Donc c'est un peu une logique partenariat, j'imagine, un peu aussi avec les experts comptables qui est à l'intérieur. C'est le message qu'on veut faire passer. Okay. C'est le message absolu, c'est que les experts comptables sont nos partenaires et les entreprises sont nos clients. Et leurs clients, évidemment, avant tout. Et nous, un peu nos clients aussi. Et ça, c'est un choix stratégique. Enfin, je veux dire, la profession, c'est parce qu'on a identifié plein de choses que les concurrents ont fait ou mal fait, d'ailleurs. Des craintes qu'ils peuvent avoir, les experts comptables. Et donc, ça nous semble être le truc à retenir. Et c'est ce qu'on aimerait qu'ils retiennent de nous, au-delà du fait que notre outil, globalement, il permet d'être plus productif, il prépare un petit peu mieux l'avenir, je pense, sur pas mal de sujets. On a envie d'être perçus comme des partenaires et on fait tout pour être les partenaires. Et donc ça se décline d'un point de vue de marque dans pas mal de choses qu'on fait. Que tu viennes à un event, que tu ressortes par un de nos articles, que tu lises notre CEO sur LinkedIn ou que tu parles à un de nos commerciaux. Normalement, tu dois avoir la sensation qu'on te traite comme un partenaire, pas comme une vache à lait, quoi. Ok. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Et je sais qu'il y avait des sujets que tu voulais évoquer. J'en vois peut-être deux. Le premier, c'est pourquoi le marketing, et on en parlait tout à l'heure quand on buvait un café, c'est l'affaire de tout le monde. Ouais. Et je pense que je suis dans une position chez Penny Lane où nous, on le vit encore plus au-delà de la boîte. C'est-à-dire que nous, les partenaires, ils font du marketing pour nous. Les experts comptables, en fait, ils font du marketing pour nous. Vraiment, nous, on est dans une logique de décentralisation totale. Ouais, bien sûr. Et en même temps, on est un peu l'agence interne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que nous qui faisons du marketing chez Penny Lane. Enfin, en tout cas, c'est perçu comme ça. Donc ça, c'est un des sujets que je trouvais intéressant. Le deuxième, c'est peut-être sur l'IA. Parce que je pense que c'est pris... Enfin, c'est genre...
l'impact fondamental, moi, sur mon job et dans le job de pas mal de marketeurs, et même pas que marketeurs, sur les 10 prochaines années, et qu'il y a déjà des trucs incroyables à faire. Je sais pas par où tu veux commencer. Le premier, allez, sur le marketing à faire de tout le monde. Bon, ce qu'on se disait, c'est... Je vois tout à fait le sujet. En fait, c'est tout le monde a son avis tout à donner. Tout le monde fait du marketing. Et tout le monde fait du marketing. C'est-à-dire, quand tu es un candidat et que tu parles au RH, le RH a fait du marketing. Parce que tu as une super expérience, tu t'intéresses au produit, tu en parles à ton père, qui en parle à ta cousine, et qui après va peut-être sign up. Et c'est pour ça qu'on cherche à faire de l'attribution parfois sur plein de choses. En fait, tous les gens qui sont dans l'entreprise et tous les clients font du marketing, en fait, si tu arrives à bien l'instrumentaliser. Et donc, pour autant, souvent, c'est confié qu'à une seule équipe. Ça, c'est un truc qui est un peu bizarre. Il y a plein de boîtes qui optimisent pour que tout passe que par cette équipe. Alors que je pense qu'en fait, la bonne équipe marketing, c'est celle qui sait apprendre le marketing à tout le monde et à faire en sorte que quand ils pensent à une fonctionnalité, quand ils pensent à un problème de leur client, quand ils parlent à un prospect, quand ils résolvent un ticket, ils fassent vivre une expérience qui soit hyper cohérente avec celle qu'on veut faire vivre d'un point de vue plutôt mission de boîte, quoi. Okay. Ça semble très abstrait quand je le dis, mais en fait... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, je trouve, et ça rejoint le côté marché un peu saturé qui claiment un peu les mêmes choses et qui pensent qu'ils vont se différencier parce qu'ils disent nous c'est moins cher, nous c'est plus simple, nous c'est plus X, plus Y. Mais en fait, il n'y a personne qui a dit nous, viens chez nous parce qu'on est les plus chers, viens chez nous parce que l'expérience elle est la plus pourrie. Et tout ça, c'est vraiment très déclaratif. Donc comment, en fait, au lieu de faire des déclarations, tu le fais ressentir par tout le monde. Okay. Et donc, une des missions, nous, qu'on essaye de faire, c'est d'un point de vue plutôt interne, c'est comment on donne de la visibilité sur tout ce qui va se passer sur les 3 prochains mois, on va dire, là où on arrive à voir un petit peu. Et donc, comme ça, ils arrivent à intégrer ça dans leur travail. Tu veux dire toutes les équipes, de manière générale ? Ouais, on essaye de donner de la visibilité, et dans tous les cas, on documente tout, et on sait que derrière, quand ils font quand ils utilisent de l'IA, ils peuvent, du coup, ces sources, elles existent pour pouvoir potentiellement prioriser des choses. Le deuxième truc, c'est qu'on essaye, évidemment, donc ça, il y a plein de boîtes qui le font, c'est de faire en sorte que, typiquement LinkedIn, qui est une sorte de sac de nœuds pour plein de boîtes, et pour autant, en fait, c'est un potentiel de dingue. Comment on arrive à créer des lignes édito pour chaque personne, globalement. Okay. Alors, on a commencé par un groupe de 10 personnes, et puis on a commencé à élargir, etc. Donc, quand tu dis ça, c'est que c'est un peu donner le pouvoir aussi aux collaborateurs de l'entreprise d'être acteurs de la marque, et donc de publier par eux-mêmes aussi des trucs. Ah ouais, complètement. Et je pense qu'il y a des boîtes qui l'ont vachement bien compris. Alors en France, tu vois, il y a l'Emlis, il y en a plein. Ouais. Je pense que historiquement, tu vois, moi j'aime beaucoup Basecamp par exemple. Ouais, j'aime pas leurs produits et tout, mais je trouve que... Déjà, leur landing page, à chaque fois, ils la changent tous les mois, ou je sais pas combien de fois. Ils traitent leur site comme beaucoup de boîtes devraient le traiter. Après, on aime pas, tu vois, mais c'est comme linéaire. On n'aime pas. Il y a un truc, c'est qu'ils mettent de l'effort là où 100% de leurs prospects, de leurs clients Exactement. Je mentionnerais aussi Atio, qui est un site aux petits oignons. Ouais, carrément. Non, mais il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Il y en a de plus en plus, tant mieux. Ouais. Et non, mais ce que je veux dire par là, c'est comment, en fait, tu fais prendre conscience des grands concepts marketing, des grandes orientations stratégiques qu'on peut avoir pour que les gens, ils l'incarnent. Parce qu'en fait, quand toi, tu relayes la news corporate du compte LinkedIn de ta boîte, ton audience, elle s'en fout. Elle s'en fiche. Toi, ça te met pas en valeur, ça te fait chier. Et ça a zéro impact. Et donc aujourd'hui, comment on peut faire en sorte pour plutôt faire un peu plus de l'internal linking plutôt que de prendre un sujet et d'essayer d'en faire à chaque fois un carton, quoi. Ouais. Donc comment on peut intégrer nous ce qu'on fait, les grandes campagnes, dans ton quotidien, et tu t'appuies dessus ou tu t'appuies pas dessus. Mais quand tu t'appuies dessus, de la valeur à ton échelle, en fait, ça va faire l'écho qu'on veut parce que ça intéresse tes prospects, ça met en valeur ton travail et ça reconnecte avec nous un de nos grands objectifs, quoi. Ouais. Et ça, c'est super dur à faire. Mais du coup, je pense vraiment que, puisque l'affaire du marketing, et tout le monde s'était convaincu de ça, dans ce cas-là, la solution, c'est que ton équipe marketing, ce ne soit pas vraiment l'agence interne comme ton IT où tu envoies des tickets, ils sont résolus. Genre, j'ai une feature à sortir, j'aimerais bien que tu fasses un go-to-market, ou il faudrait mettre à jour le site, machin. Mais plutôt en mode, on aimerait... je sais pas, on aimerait avoir plus de users sur, j'en sais rien, nous, le compte pro. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que PM ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que dev, que designer ? Et donc, du coup, en tant que product marketing manager, et donc, du coup, comment on va inscrire ça dans tout ce qui se passe niveau plutôt marketing au sens général, et avec potentiellement notre aide, tu vois. Ouais. Sinon, tu te retrouves en mode, ce qu'on disait, l'agence, le marketing chez EDF, je pense, c'est la caricature que je fais, mais
je sais pas quoi faire, je vais aller voir le marketing parce que ma fonctionnalité, j'ai trop envie que les gens en entendent parler. Et donc, tu as le marketing qui dit, va lui faire un post LinkedIn. Comme ça, au moins, on aura coché la case. Mais du coup, rien n'est fait de manière très proactive. C'est plutôt, tu essayes de répondre à des demandes ici et là. C'est pas une stratégie, c'est plutôt, tu t'exécutes des De la tickets. réactivité, ouais. Mais, et tu vois, je voulais rebondir d'ailleurs sur 2 trucs dont tu as parlé. Le marketing, c'est l'affaire de tous. La marque, du coup, c'est l'affaire de tous. Ouais. Et de la même manière, du coup, ne pas faire de marketing ou ne pas faire de brand, c'est déjà avoir une brand. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que se dire qu'en fait, admettons une entreprise comme Penny Lane, on va dire 500 collaborateurs, si tu l'utilises bien, tu as potentiellement 500 personnes qui peuvent communiquer sur ta marque, sur tes produits, sur tes évolutions, etc. Et donc, si tout le monde ressent l'envie, à travers tout un tas d'actions qui sont menées, de se dire, OK, moi aussi, je vais être acteur de cet enjeu marketing pour mon entreprise, du coup, ça démultiplie énormément, tu vois, les efforts qui sont faits au tout début par une petite équipe et qui ensuite vont pouvoir être vraiment accaparés par chaque individu à son échelle pour donner sa valeur. Et du coup, c'est hyper fort. Et de la même manière aussi, du coup, c'est dire, tu as une entreprise de 500 personnes, mais s'il n'y a que 5 Gugus au marketing qui vont être les seuls à communiquer sur la page d'entreprise, du coup, les 495 autres personnes qui ne communiquent pas, en fait, c'est aussi un choix de l'entreprise de dire que tu vois, tu ne vas pas les utiliser, ces personnes-là, Ouais. d'une certaine façon. Je pense qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui qui nous inspirent où il n'y a pas de marketeurs en fait à l'intérieur. En tout cas, pas de gens qui sont dédiés. Peut-être, ouais, Et, et souvent, c'est des boîtes qui arrivent à se commit sur 1 ou 2 trucs et aller vraiment all-in dessus. On parlait de Linear, il y en a plein. Je pense, on parle de l'IA par exemple, chez OpenAI ou Lovable, ou je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marketeurs. C'est genre, tout ça, c'est tout ce qu'ils en dégagent, c'est le sous-produit de ce qu'ils font au quotidien et du produit qu'ils développent, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ils le font de manière assez cohérente pour que tu perçoives des choses telles qu'ils le souhaiteraient, globalement. Ouais. Bref. Ok. C'est un peu philosophique, un peu métaphysique, mais en vrai, il y a 2 prismes qu'en fait, quand tu regardes ce qu'on fait en tant que marketeur dans notre quotidien, quoi. Soit tu es l'agence, soit tu es plutôt le chef d'orchestre un peu de ça et tu essaies de faire en sorte que tout soit cohérent, quitte à passer plus de temps à former les gens et à dire non à des trucs que de prendre des tickets et de les exécuter pour eux, quoi. Ouais, carrément. Et le deuxième truc, c'était sur l'IA. Ouais. L'IA générative, c'est genre le premier truc, le truc que tout le monde a testé, quoi. Moi, mon post LinkedIn, j'ai envie de parler de ci, de ça. Et genre, plein de gens qui ont l'impression, plein de personnes, et c'est assez naturel, ont l'impression que c'est magique. Mm-hmm. Et moi, je crois que pour les marketeurs particulièrement, mais en vrai, pour un designer, pour plein d'autres personnes, c'est hyper puissant. En fait, moi, j'ai dit, pour marketer Penny Lane auprès d'experts comptables, il me semblait vachement logique de savoir faire un minima un petit peu de tenue comptable. Vraiment comprendre leur quotidien, savoir et pas sur Penny Lane, savoir le faire sur leur outil de base, quoi. Okay. Moi, je me suis pris une licence sur un vieux logiciel pour savoir ce que c'était le quotidien. J'ai gardé mon expert comptable sur ma boîte, qui le fait sur Penny Lane. Ça marchait avec un MacBook Parce j'ai parallèle desktop. Ok, ouais. Mais non, ça marche pas sur Mac. Et en fait, bon, c'est ce côté d'essayer de comprendre en fait le langage, la réalité, les problèmes, savoir en fait du coup par rapport à ça, toi quand tu sors une fonctionnalité, en quoi elle change vraiment la donne, et donc comment tu vas pouvoir en parler, etc. Ça me semble fondamental. C'est un truc, de toute façon, c'est un mantra que tout le monde me dit, mais c'est dur à faire et savoir où s'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui avec l'IA, il y a un truc qui est absolument incroyable, c'est en fait le métier de marketeur, c'est de rechercher des infos et de les synthétiser, et ensuite de savoir sur lesquels tu veux tirer, quoi. Entre guillemets, lesquels tu veux faire avancer ou pas, quoi. Et avec l'IA, moi aujourd'hui, on utilise Dust chez Penny Lane. Okay. Donc on a plein de sources qui sont pluguées, on a toute une partie infra qui est incroyable et tout. Tu vas être capable de te dire, je sais pas, ce mois-ci, j'aimerais bien avoir que tu fasses des recherches sur LinkedIn, ce qui a été dit sur nous, sur Intercom, sur Slack, quand on a remonté des choses sur Trustpilot. J'aimerais bien aussi avoir des nouveautés, savoir des fonctionnalités, pourquoi on les a construites, qu'est-ce qui va sortir, est-ce qu'il y a des choses qui sont cohérentes. Tu vois, agréger plein de trucs, avoir aussi des données plutôt chiffrées, genre fais-moi des calls sur amplitude, peu importe,
Metabase, et sors-moi en fait une synthèse de toutes ces informations-là. Et mets-les en perspective aussi avec, par exemple, moi, mon équipe, je leur demande de documenter des choses sur Notion. Ouais. Je ne vais pas aller forcément lire leur roadmap, rentrer dans les tickets ou la manière dont ils organisent leur travail, mais plutôt savoir où on en est par rapport à ça, quelles sont les échéances, etc. Et en fait, tu as un sorte de méga... Enfin, tu as des agents, tu as un système qui interroge en fait ton marché avec des éléments très quali où tu aurais dû normalement manuellement essayer de les transcrire, et qui est capable de te ressortir des sentiments, qui est capable de mixer ça avec des données et te dire, en fait, je sais pas, sur la base de si ça, il y a eu sur Salesforce, il y a eu sur Mojo, il y a eu sur Intercom. En fait, l'événement que tu as fait la semaine dernière, si on parle par exemple de ce que tu as fait hier soir, en fait, j'ai trouvé des signaux faibles qu'en fait, on n'aurait jamais eu, qui justifient le fait que ton événement hier, en fait, il avait du sens. Et ça aide aussi vachement un marketeur à défendre son travail. Parce qu'il y a plein de choses, c'est super dur de les mesurer et tout. Il faut être à l'aise avec ça. Donc ça, d'un point de vue plutôt attribution. Et après, évidemment, d'un point de vue plutôt comment tu analyses plein de signaux que tu as dans plein d'endroits, de tes clients, de tes prospects, de concurrents, etc. Et comment, en fait, toutes les semaines, tu as un sorte de petit brief de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui ressort, est-ce qu'il y a des trucs urgents. Et ça, tu le compares évidemment avec ta petite roadmap que tu as sur le côté et tu te dis, ok, donc en fait, c'est peut-être que ça, il faut le prioriser parce qu'en fait, c'est des trucs qui reviennent de manière trop récurrente, quoi. Et sans l'IA, c'est impossible de le faire, à part d'avoir une équipe de gens qui scannent le web, ton mention, ton truc. Mais genre, au bout d'un moment, il faut l'interpréter tout ça. Et la capacité de l'IA qui est géniale pour un marketeur, c'est de synthétiser des énormes volumes de données sous toutes les formes et de pouvoir te sortir les insights qui vont, toi, te permettre de préparer ton travail créatif, tout ce que tu veux, quoi. Et pas du tout la partie plutôt générative, même s'il y a des trucs canons sur du branding, où tu peux entraîner des modèles à faire des trucs super, vraiment super. Et je pense qu'il y a encore très 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 peu de boîtes qui ont atteint ce stade de maturité parce que ils documentent pas forcément évidemment leur travail, c'est exactement ça. Parce qu'ils n'ont pas l'archi, parce qu'ils n'ont pas les tools, parce que ça coûte de l'argent, et pourtant je pense que c'est genre ce qui permet à une équipe potentiellement de 3 personnes de pouvoir délivrer 10 fois plus et en plus d'avoir un job intéressant. Parce que moi je pense à un truc, on parlait de syndrome d'imposteur, de confiance, de peur et tout. On parlait de se concentrer sur les bons projets, de plein de choses. À la fin, si tu veux que les gens ils relayent ce que tu fais sur LinkedIn chez toi, enfin en tout cas tes efforts marketing, il faut toi déjà que tu sois fier de ton travail. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'amuses aussi, et faut que ça soit fun, parce que si ça ne l'est pas, en fait tu fais les trucs comme une machine, etc. Et donc l'IA, elle te permet quand même de pouvoir faire tout ce travail de synthèse qui est hyper complexe, chronophage et tout, et de retirer peut-être la partie plutôt, d'extraire pour toi la partie créative, celle sur laquelle tu penses vraiment des opinions, des partis pris et une manière et une intuition, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qui est encore vachement sous-estimé. J'ai envie de dire 1000 trucs et du coup je suis frustré parce qu'on aurait dû prendre 1 heure de plus, tu vois. On a 10 minutes encore. On a encore 10 minutes et je voulais rebondir sur pas mal d'éléments. Sur la partie, il y a un truc, tu vois, dont tu as parlé, c'est qu'en fait, tu as parlé un peu de ce côté un peu magique, de tout ce que ça te permet de faire, l'IA sur la partie données, etc. Et, mais il y a un truc malgré tout qui pour le mettre en place, ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas encore d'IA qui te permette de le mettre en place de façon simple, tout ce setup, tu vois. Et je pense qu'il y a quand même une logique de paramétrage, de setup, de toutes ces données, de connecter tous les outils ensemble, etc. Donc c'est peut-être ce que me permet Dust, j'imagine. Ouais, entre autres. Parce que je ne connais pas très très bien. Nous, on travaille pas mal avec Facet. Et Facet, tu vois, c'est vraiment un outil qui a aujourd'hui vocation de proposer des agents IA. Et ils sont vachement customisés, tu vois, par rapport à chacun des use cases. Mais il y a un gros effort quand même de paramétrage. Et donc, il y a plein de boîtes qui prennent pas ce temps-là. Parce que même si tu l'as dit, tu vois, ça va permettre de faire le travail de 3 personnes. Tu vois. 3 personnes vont pouvoir faire le travail potentiellement de 20 ou 50 personnes grâce à tout ça. Mais il y a quand même le coût de départ à mettre en place qui aujourd'hui est quand même assez important, j'ai l'impression. De ouf. Donc, tu vois, c'est le premier truc, je pense, il faut l'avoir en tête. C'est d'ailleurs, il n'y a pas que les marketeurs qui utilisent ça, en fait. Oui, bien sûr. Du coup, c'est plutôt si tes fondateurs, tes fondatrices, ton COMEX, en fait, est convaincu de ça, ils vont mobiliser les personnes et les ressources pour que ça marche. C'est pas toi tout seul qui va être capable de le faire. Ce que tu vas pouvoir faire, toi, c'est on se met tous sur Google Doc ou j'en sais rien, et en fait, on fait du Gemini dessus. Voilà.
Mais en fait, tu te barres d'un potentiel fou. Enfin, du moment, en fait, tu as tes conversations intercom, tu as ton Slack, le channel que tu veux, tu as tes recherches approfondies sur les réseaux sociaux et sur le web, ou tu as ton Notion ou ton truc de documentation, tes Call Mojo, ton CRM. Là, tu commences à voir vraiment, genre, et peut-être ton Linear ou ton Jira, j'en sais rien, ton outil de project management sur la partie product. Là, tu commences à voir vraiment, genre, ce dont tu as besoin, Une base de connaissances. Et... le contexte. En le fait. contexte, bien sûr. Enfin, de toute façon, ça fonctionne avec Ouais, le c'est truc clair. de contexte. Et c'est clair que le setup, et je le connais pas du tout, donc pour le coup, je pourrais pas trop parler. Nous, il y a plusieurs personnes même plus que deux chez nous qui gèrent ça. J'imagine que c'est assez lourd. Ouais, c'est clair. Mais c'est toi qui m'as parlé un peu aussi, notre relation commune, Christophe, avec Slide, qui ont lancé canon, ils viennent de sortir super. Et je pense il y a un peu cette logique-là aussi d'agrégat de ce que j'en comprends, tous tes outils. Ouais. Et en fait, tu fais un peu un prompt et tu vas chercher la connaissance qui t'intéresse. Exactement, ouais. Donc, très cool. Et qui est capable, évidemment, de la partie search, après tu as la partie plutôt prompt. Tu parles avec tes mots, il interprète avec des mots qui sont différents et il te sort des bons résultats. Enfin, c'est le truc fondamental. Et c'est, je pense, aujourd'hui, 50% du taf de productivité pour tout le monde dans une entreprise. Chez Penny Lane, on passe beaucoup de temps, mine de rien, à chercher des choses pour aider à répondre à un truc, alors que en fait, tout était accessible normalement. Ou à faire des meetings d'alignement ou de machin. Enfin, des choses on pourrait les améliorer drastiquement si on avait une autre méthode de travail. Et attention, je suis le premier responsable aussi, hein, évidemment. Tu as parlé quand même de génération d'images et génération de copywriting et tout. C'est le truc un peu le plus basique. La première, je pense, application que l'IA, le premier usage que les gens ont avec l'IA. Et là-dessus, en effet, tu disais qu'il y a pas mal de trucs quand même qui se font. Et donc là-dessus, moi, je voulais quand même mentionner aussi la boîte avec qui on travaille qui s'appelle Lasco. Je pense à eux. Ok, bon, nickel. Tu vois. Esprit connecté. Parce que c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. C'est très, très stylé. Ils arrivent à générer vraiment des images pour les équipes marketing, justement, pour leur permettre de faire un taf que, je pense, des designers, des motion 3D, enfin plutôt des mecs qui vont faire de la 3D parfois, pour des mascottes, tu vois, des trucs comme ça. En fait, ils ont construit la mascotte, ils ont fait les premières phases d'itération. Après, en fait, c'est relou à faire. Ouais, après, c'est relou. C'est coûteux. C'est coûteux. Et encore une fois, moi, je pense qu'il faut être obsédé par un truc, c'est comment on rend déjà ton propre travail et après ceux qui bossent avec toi excitant. Et en fait, toutes ces petites choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, pas tout le temps en tout cas, et qui à la longue en fait peuvent être pénibles, soit t'externalises, soit en effet tu peux utiliser maintenant des technologies pour le faire et c'est très bien. Tu te concentres sur du design, sur d'autres choses et c'est charmé quoi. Ouais, c'est très stylé. D'ailleurs, je pense que Slide, ils sont clients de Lasco. Enfin, ils utilisent. Ils sont clients de Lasco. Oui, tout à fait. Je crois que Christophe avait utilisé Lasco. Moi, j'utilise Lasco pour pas mal de clients, naturellement, parce qu'on a beaucoup d'use case avec des mascottes. Du coup, en une phrase, quand même, Lasco, c'est un outil qui permet de générer des images, donc des photos, ou des illustrations, ou même des icônes, ou peu importe. Et en effet, il y a un use case mascotte qui est assez pertinent. Donc, et nous, on l'utilise même chez Climb. On a un petit personnage, le petit cas de Climb. On l'utilise pour aussi le mettre dans différentes situations. Et puis après, ils ont fait plein d'exemples hyper cool avec des boîtes comme les Furets, la mascotte des JO, etc. Donc ça rend hyper bien. Et de pouvoir les mettre dans plein de situations, c'est très, très stylé. Et en gros, le truc, c'est qu'eux, ils ont un soft... Enfin, ils peuvent entraîner en fait, leur modèle sur ta marque. C'est ça. Chose qu'un Midjourney ne peut pas faire. Quoi. Exactement. Tu leur donnes à chaque fois 4 photos de contexte, donc en fait, c'est pas assez pour... Ouais, exactement. Et là, c'est très consistant, tu vois, d'un visuel à l'autre. Ça permet d'avoir des assets on-brand à chaque fois. Et surtout, vraiment aller dans les anglicismes at scale, à fond, ce truc-là, tu vois. Même pour de l'exploration et tout. Pour de l'exploration, pour avoir de l'idéation, exactement. C'est trop, trop bien. Sur la partie copywriting, moi, je suis pas très convaincu. Alors, il y a des modèles qui sont meilleurs que d'autres et tout. Mais pareil, en fait, je trouve que c'est vachement cool de... tu vas pas prendre le truc et le faire copier-coller sur ton site ou peu importe. Mais par contre, ça te permet de défricher aussi parfois. En fait, la feuille blanche, elle est dure pour un créatif, pour n'importe qui d'ailleurs. Syndrome de l'imposteur. Et ce truc, il te permet quand même de débloquer et d'avoir des pistes à explorer. Et c'est en ça que c'est bon. Ouais, c'est carrément bien. Par contre, si tu veux utiliser, peut-être Lasco c'est différent, mais genre le truc
le réutiliser directement, c'est ce que beaucoup de personnes font, je pense. C'est là où ça a très très peu de valeur. Ouais, je suis 100% d'accord. Et je voulais juste terminer sur un truc qui était très intéressant, et comme ça après on va pouvoir rendre ce beau studio. C'est un sujet qui t'animait, c'est la partie sur l'investissement qu'ont les boîtes vis-à-vis de leur site web. Ouais. On en a parlé tout à l'heure et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ton avis là-dessus. En fait, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a un côté technologique. Il y a eu quand même, que ce soit les IA et ou même des Webflow framers, je pense qu'ils ont repensé un peu la manière dont on pouvait traiter le site, qui avant était plutôt vu comme un truc très, je sais pas comment dire, très stable, qui bouge pas trop, etc. Ouais, statique. Très statique et c'est plutôt vu comme un truc, il faut que ça soit robuste, il faut que le tracking soit poussé, etc. Je pense que les boîtes qui ont compris que ça se passait pas comme ça, elles gagnent beaucoup. En fait, moi, je reste sidéré par le sous-investissement que les boîtes ont, en termes de personnes, en termes de temps, en termes de tout ce que tu veux, et de soins, même d'attention sur, en fait, s'il y avait un seul asset, ben, c'est celui-ci, quoi. Je veux dire, 100% de tes prospects, de tes clients dont tu aimerais bien qu'ils parlent à des prospects, de tes partenaires, de tes collaborateurs passent. Et pourtant, ça reste souvent un fourre-tout, pas beaucoup d'évolution. Et c'est en plus un asset sur lequel tu envoies du trafic en payant parfois beaucoup d'argent. Et je pense que, mais c'est que mon avis, 90% des sites mériteraient d'être réduits de 50%. Parce qu'on se retrouve très souvent sur quantité d'informations et de profondeur. Et puis il y a tellement de sites. On a aussi beaucoup de clients avec des centaines de pages, voire des milliers de pages qui ne sont jamais visités, qui sont créés pour des enjeux SEO, mais fictifs finalement, tu vois. Parce qu'un SEMrush t'a dit qu'il fallait créer tel nombre de mots-clés. Alors oui, ça a du sens, évidemment, parfois pour justement aller entraîner la longue traîne de Google et tout ce qu'on veut, mais... Et en fait, on travaille du coup, quand on fait de l'optimisation de conversion, sur des incréments d'un truc qui est en fait déjà trop lourd et qui n'est pas optimisé du coup pour la conversion. Enfin, plus t'as de pages, dans tous les cas, potentiellement, moins t'as de chances d'aller vers là où on veut t'emmener. Enfin, ça semble assez logique. Et donc, je trouve, c'est un truc qui me surprend toujours, quoi. Genre, on est capable de mettre 500 000 € dans un événement. Je parle pas de nous, Penny9, hein, je parle de manière générale. Enfin, des boîtes, elles sont capables de mobiliser beaucoup, ou pour une campagne de TV ou j'en sais rien. Et avec pour autant, hyper difficilement mesurable. Et peut-être inexistant. Et en fait, elle met pas quelqu'un full-time ou 2 personnes full-time sur le site qui est en fait au cœur de tout leur business. Moi, j'ai toujours trouvé ça... Mais en même temps, j'entends que c'est difficile à vendre comme plein d'autres choses. Hein, mais ouais, c'est un truc qui me surprend. Ouais. Et à la fois, il y a beaucoup de personnes, tu vois, et peut-être on peut terminer là-dessus, parce que genre, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, les sites vont mourir, parce qu'en gros... Google va mourir entre guillemets parce que les moteurs de recherche IA vont prendre le dessus, tu vois, et les gens vont faire des recherches sur ChatGPT demain et puis sur Google. Tu vois. Et toi, tu penses que c'est une vérité ça ou du coup comment les sites doivent un peu s'adapter, tu vois, vis-à-vis de ce truc-là? Je sais que Href ils sortent bientôt un truc pour faire du comment ça s'appelle? GEO. C'est en gros Generative Engine Optimization. Ouais, un truc comme ça. Moi, j'ai un outil aussi, Authorly.ai, qui fait ça aussi. En gros, c'est du SEMrush pour l'IA. Ouais. En fait, je comprends pas les gens qui disent ça. Évidemment que ton chat GPT, il va aller te chercher peut-être une liste de 10 hôtels pour ton prochain voyage. Mais tu vas quand même aller sur chacun des hôtels. Tu as envie de voir à quoi ils ressemblent. Tu as envie de voir le prix, tu as envie de voir les disponibilités, tu as envie de... Et en fait, avant que ChatGPT connaisse tes goûts par cœur pour choisir à ta place l'hôtel et qu'il y ait un agent qui le book, en fait, on vivra sûrement dans un autre siècle. Et donc, du coup, croire qu'en fait, il faut désinterfacer tout avec tes clients et tes prospects, je pense que c'est absurde, quoi. Enfin, vraiment, je pense que c'est absurde. Par contre, ça demande un truc, c'est que ta structure, que ton expérience, elle soit optimisée. Pour les agents, enfin pour on va dire les bots, mais aussi pour les humains. Et genre, je pense l'attention aux détails, c'est un truc qui est fondamental. Et
et il y a tous ceux qui disent « Ouais, mais Amazon et Le Bon Coin, t'as vu, c'est dégueulasse, et, voilà, et ça marche, et ils font des milliards. » Ils font venir du trafic, et ils ont des enjeux qui sont différents de ceux des SaaS. Et le trafic d'Amazon, il vient typiquement par l'affiliation et tout, c'est vachement différent. Donc du coup, les gens, ils rentrent sur une page produit, et puis ils ont des attentes différentes, et puis ils ont un positionnement particulier, etc. Je pense pour autant qu'il y a plein de gens qui travaillent sur le website chez Amazon et chez Le Bon Coin. Ouais, c'est clair. Donc ceux qui, en fait, ne mettent pas de ressources dessus, en les citant, je pense qu'ils se trompent aussi dans leur analyse de la situation, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense, entre autres, qu'il y a un trait que le marketing perd peut-être, et en tout cas qui est le plus important, surtout face à l'IA, et toi, dans ton agence, c'est la même chose, c'est le goût et l'intuition. Parce que c'est le seul truc que je pense que les ordinateurs, ils n'arriveront pas forcément encore à mieux faire que nous. Et c'est ce qui fait que tu te différencies, c'est ce qui fait que toi, tu rends un client heureux et qu'il n'a pas l'impression qu'en fait, tu es allé chercher 12 composants ou tu as changé les fontes et il se dit « Ah, ouais, c'est joli, ça marche bien ». C'est parce que ton intuition, c'est que ça devrait être comme ça et pas différemment. Et il n'y a que toi qui es capable de le penser comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'ils veulent bosser avec toi, d'ailleurs. Merci pour la petite pub de fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode avec moi, d'avoir partagé vraiment ton expertise, tes insights, tes croyances sur différents sujets. Merci d'être prêté à l'exercice. Merci pour l'invitation et tout ce que je dis n'engage que moi, évidemment. C'est bien de le dire, parce que je vais avoir un autre épisode, c'est sûr, avec quelqu'un qui va dire Google est mort. Tu vois. Comme ça, on va pouvoir faire les comparatifs. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.